La dictée en France, quand moi j'étais petite, entre l'âge de 7-6 ans et à peu près la troisième, c'est-à-dire que 13 ans et demi, on faisait beaucoup de dictées. On faisait des autodictées, on apprenait des mots par cœur et on récitait, mais on faisait aussi des dictées. Et les dictées, c'était des textes, généralement de littérature, beaucoup d'Alphonse Daudet, beaucoup d'Anatole France, beaucoup de Romain Rolland, euh, beaucoup de Victor Hugo aussi, donc des grands textes de littérature qui n'étaient jamais édulcorés. Ils étaient toujours en version originale. Le professeur arrivait et vous disait prenez une feuille, et donc vous aviez la dictée, souvent le lundi matin, donc après le week-end, mais vous n'aviez pas préparé le texte en amont. C'est-à-dire que c'était vraiment une surprise. Ce texte de dictée que vous alliez faire, c'était une surprise. Après, ça a changé. Maintenant, les enfants préparent parce qu'on a trouvé que c'était traumatisant. Mais la tradition de la dictée est restée puisque Bernard Pivot, qui est très connu pour avoir fait l'émission Apostrophe et puis l'émission Bouillon de culture, a réinventé la dictée, qui avait elle-même été très populaire du temps du Second Empire, avec la fameuse dictée de Mérimée, mais c'était la dictée de Bernard Pivot qui est devenue encore plus populaire et qui a fait des petits, parce que dans chaque région, dans chaque ville en France, il y a eu aussi des dictées différentes qui ont commencé à exister. Donc nous, c'est la dictée de l'Alliance française. La première dictée en juin, c'était un texte de Proust. Je me suis dit qu'il était connu par tout le monde. Cette fois-ci, comme nous avons fait une dictée vraiment pour le niveau B2, c'est un texte aussi de littérature, mais beaucoup plus récente, donc plus facile que Proust. Donc je ne vais pas donner de mots en avant comme je l'avais fait pour la dictée de Proust. Nous ferons au mois de mars une dictée avec un texte d'un auteur francophone et nous ferons au mois de juin une dictée au niveau C1 avec un texte aussi de littérature française, mais un peu plus du 18e, très amusant d'ailleurs, mais un peu plus difficile. Et peut-être nous en ferons une autre à un niveau beaucoup plus bas, B1 cette fois-ci, en janvier, pour essayer d'en faire 4 entre le mois de septembre, notre rentrée scolaire, et la fin de l'année en juin. Je ne peux pas vous confirmer encore si nous serons en présentiel, mais ça nous permet, cette dictée en ligne, d'avoir beaucoup de personnes qui participent et pas simplement les 20 personnes que l'on pourrait avoir avec une table à l'Alliance si c'était en présentiel. Donc, le niveau est un niveau B2. Préparez plusieurs feuilles. Laissez de l'espace entre vos lignes, parce que comme ça, vous pourrez ensuite corriger et voir. Et puis, cette fois-ci, la nouveauté, donc, c'est que nous avons ajouté quelques questions de grammaire. Donc, je vais d'abord faire la dictée, et nous corrigerons la dictée avant de passer aux questions de grammaire. Maintenant, ce que je vais faire, je vais lire 2 fois cette dictée sans la ponctuation. Mais quand je vous la dicterai, je dicterai la ponctuation. Et donc, les ponctuations, c'est virgule, point, virgule, point, point tout court. Je ne vois pas, il n'y a pas de ponctuation difficile cette fois-ci, comme c'était le cas avec Proust. Alors, je vais lire la dictée maintenant. C'est un texte approprié à l'époque. Il s'agit d'un extrait de La peste d'Albert Camus. Alors, je vous lis le texte. Une première fois à vitesse normale et une deuxième fois à vitesse plus lente. Ne vous en faites pas, je parlerai lentement pendant la dictée, autant que faire se peut. C'est vrai que j'ai tendance à parler vite, mais je répéterai aussi au fur et à mesure les phrases. Alors, dans ces extrémités de la solitude, enfin, personne ne pouvait espérer l'aide du voisin et chacun restait seul avec sa préoccupation. Si l'un d'entre nous, par hasard, essayait de se confier ou de dire quelque chose de son sentiment, la réponse qu'il recevait, quelle qu'elle fût, le blessait la plupart du temps. Il s'apercevait alors que son interlocuteur et lui ne parlaient pas de la même chose.
Lui, en effet, s'exprimait du fond de longues journées de rumination et de souffrance, et l'image qu'il voulait communiquer avait cuit longtemps au feu de l'attente et de la passion. L'autre, au contraire, imaginait une émotion conventionnelle, la douleur qu'on vend sur les marchés, une mélancolie de série. Bienveillante ou hostile, la réponse tombait toujours à faux, il fallait y renoncer. Ou du moins, pour ceux à qui le silence était insupportable, et puisque les autres ne pouvaient trouver le vrai langage du cœur, ils se résignaient à adopter la langue des marchés et à parler eux aussi sur le mode conventionnel, celui de la simple relation et du fait divers, de la chronique quotidienne en quelque sorte. Là encore, les douleurs les plus vraies prirent l'habitude de se traduire dans les formules banales de la conversation. C'est à ce prix seulement que les prisonniers de la peste pouvaient obtenir la compassion de leurs concierges ou l'intérêt de leurs auditeurs. Albert Camus, La peste. Voilà. Donc, je vous rappelle, Pamela, je vois que vous venez d'arriver. S'il vous plaît, mettez-vous sur silencieux pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Voilà. Donc, je vais relire une deuxième fois le texte. Et puis ensuite, quand je vous dirai de vous préparer, préparez-vous pour que je commence ma dictée. Alors, je relis le texte une deuxième fois. Dans ces extrémités de la solitude, enfin, personne ne pouvait espérer l'aide du voisin et chacun restait seul avec sa préoccupation. Si l'un d'entre nous, par hasard, essayait de se confier ou de dire quelque chose de son sentiment, la réponse qu'il recevait, quelle qu'elle fût, le blessait la plupart du temps. Il s'apercevait alors que son interlocuteur et lui ne parlaient pas de la même chose. Lui, en effet, s'exprimait du fond de longues journées de rumination et de souffrance, et l'image qu'il voulait communiquer avait cuit longtemps au feu de l'attente et de la passion. L'autre, au contraire, imaginait une émotion conventionnelle, la douleur qu'on vend sur les marchés, une mélancolie de série. Bienveillante ou hostile, la réponse tombait toujours à faux, il fallait y renoncer, ou du moins, pour ceux à qui le silence était insupportable, et puisque les autres ne pouvaient trouver le vrai langage du cœur, ils se résignaient à adopter la langue des marchés et à parler, eux aussi, sur le mode conventionnel, celui de la simple relation et du fait divers, de la chronique quotidienne en quelque sorte. Là encore, les douleurs les plus vraies prirent l'habitude de se traduire dans les formules banales de la conversation. C'est à ce prix seulement que les prisonniers de la peste pouvaient obtenir la compassion de leurs concierges ou l'intérêt de leurs auditeurs. Voilà. Donc, si vous êtes prêts, prenez votre feuille et votre stylo ou crayon, comme vous préférez. Il n'y a pas de titre, hein, donc voilà. Donc, je commence. Dans ces extrémités de la solitude, dans ces extrémités de la solitude. Dans ces extrémités de la solitude, virgule. Dans ces extrémités de la solitude, virgule. Enfin, virgule. Enfin, virgule. Enfin, virgule. Personne ne pouvait espérer. Personne ne pouvait espérer. Personne ne pouvait espérer l'aide du voisin. Personne ne pouvait espérer l'aide du voisin. L'aide du voisin.
Personne ne pouvait espérer l'aide du voisin. Et chacun restait seul, et chacun restait seul, et chacun restait seul avec sa préoccupation. Et chacun restait seul avec sa préoccupation. Point. Et chacun restait seul avec sa préoccupation. Point. Si l'un d'entre nous, virgule, si l'un d'entre nous, virgule, par hasard, virgule, si l'un d'entre nous, virgule, par hasard, virgule, essayait de se confier, si l'un d'entre nous, virgule, par hasard, virgule, essayait de se confier, ou de dire quelque chose, Si l'un d'entre nous, virgule, par hasard, virgule, essayait de se confier ou de dire quelque chose de son sentiment, virgule, la réponse qu'il recevait, quelle qu'elle fût, la réponse qu'il recevait, quelle qu'elle fût, le blessait la plupart du temps. Point. Le blessait la plupart du temps. Point. Si l'un d'entre nous, virgule, par hasard, virgule, essayait de se confier ou de dire quelque chose de son sentiment, virgule, la réponse qu'il recevait, virgule, quelle qu'elle fût, virgule, le blessait la plupart du temps. Point. Il s'apercevait alors que son interlocuteur et lui, il s'apercevait alors que son interlocuteur et lui ne parlaient pas de la même chose. Point. Il s'apercevait alors que son interlocuteur et lui ne parlaient pas de la même chose. Point. Lui, virgule, en effet, virgule, lui, virgule, en effet, virgule, s'exprimait du fond de longues journées,
du fond de longues journées, lui, virgule, en effet, virgule, s'exprimait du fond de longues journées, s'exprimait du fond de longues journées de rumination et de souffrance, de longues journées de rumination et de souffrance, de longues journées de rumination et de souffrance. Et l'image qu'il voulait communiquer, et l'image qu'il voulait communiquer, et l'image qu'il voulait communiquer avait cuit longtemps, et l'image qu'il voulait communiquer avait cuit longtemps au feu de l'attente, au feu de l'attente et de la passion. Et l'image qu'il voulait communiquer avait cuit longtemps au feu de l'attente et de la passion. Point. Au feu de l'attente et de la passion. Point. Au feu de l'attente et de la passion. Point. Lui, virgule, en effet, virgule, s'exprimer au fond de longues journées de rumination et de souffrance, et l'image qu'il voulait communiquer avait cuit longtemps au feu de l'attente et de la passion. Point. L'autre, virgule, l'autre, virgule, au contraire, virgule, l'autre, virgule, au contraire, virgule, imaginait une émotion conventionnelle. L'autre, virgule, au contraire, virgule, imaginait une émotion conventionnelle. Imaginait une émotion conventionnelle. L'autre, virgule, au contraire, virgule, imaginait une émotion conventionnelle, virgule. Imaginait une émotion conventionnelle, virgule. La douleur qu'on vend sur les marchés, virgule. La douleur qu'on vend sur les marchés. La douleur qu'on vend sur les marchés, virgule. L'autre, virgule, au contraire, virgule, imaginait une émotion conventionnelle, virgule, la douleur qu'on vend sur les marchés, virgule, une mélancolie de série. Une mélancolie de série. Point. Une mélancolie de série. Point. L'autre, virgule, au contraire, virgule, imaginait une émotion conventionnelle, virgule, la douleur qu'on vend sur les marchés, virgule, une mélancolie de série. Point. Bienveillante ou hostile? Bienveillante ou hostile, virgule. Bienveillante ou hostile, virgule. Bienveillante ou hostile, virgule. La réponse tombait toujours à faux. La réponse tombait toujours à faux. La réponse tombait toujours à faux.
virgule. La réponse tombait toujours à faux, virgule. Il fallait y renoncer. Il fallait y renoncer. Point. Il fallait y renoncer. Point. Bienveillante ou hostile, virgule, la réponse tombait toujours à faux, virgule, il fallait y renoncer. Point. Ou du moins, virgule. Ou du moins, virgule. Ou du moins, virgule. Pour ceux à qui le silence était insupportable. Pour ceux à qui le silence était insupportable, virgule. Pour ceux à qui le silence était insupportable, virgule. Pour ceux à qui le silence était insupportable, virgule. Et puisque les autres, et puisque les autres, et puisque les autres ne pouvaient trouver, et puisque les autres ne pouvaient trouver, ne pouvaient trouver le vrai langage du cœur, virgule, le vrai langage du cœur, virgule, et puisque les autres ne pouvaient trouver le vrai langage du cœur, virgule, il se résignait, il se résignait, il se résignait à adopter la langue des marchés. Il se résignait à adopter la langue des marchés. Il se résignait à adopter la langue des marchés, la langue des marchés, et à parler, virgule, et à parler, virgule, eux aussi, virgule, eux aussi, virgule, et à parler, virgule, eux aussi, virgule, sur le mode conventionnel, virgule, sur le mode conventionnel, sur le mode conventionnel, virgule, sur le mode conventionnel, virgule, celui de la simple relation, celui de la simple relation, celui de la simple relation et du fait divers, celui de la simple relation et du fait divers, virgule, celui de la simple relation et du fait divers, virgule, de la chronique quotidienne en quelque sorte. Point. De la chronique quotidienne en quelque sorte. Point. De la chronique quotidienne en quelque sorte. Point. Je relis cette phrase. Ou du moins, virgule, pour ceux à qui le silence était insupportable, virgule, et puisque les autres ne pouvaient trouver le vrai langage du cœur, virgule, ils se résignaient à adopter la langue des marchés et à parler, virgule, eux aussi, virgule, sur le mode conventionnel, virgule,
celui de la simple relation et du fait divers, virgule, de la chronique quotidienne en quelque sorte. Point. Là encore, virgule. Là encore, virgule. Là encore, virgule. Les douleurs les plus vraies. Les douleurs les plus vraies. Là encore, virgule. Les douleurs les plus vraies. Les douleurs les plus vraies prirent l'habitude. Les douleurs les plus vraies prirent l'habitude de se traduire. Les douleurs les plus vraies prirent l'habitude de se traduire. Les douleurs les plus vraies prirent l'habitude de se traduire dans les formules banales de la conversation. Dans les formules banales de la conversation. Point. Là encore, virgule, les douleurs les plus vraies prirent l'habitude de se traduire dans les formules banales de la conversation. Point. Dans les formules banales de la conversation. Point. C'est à ce prix seulement. C'est à ce prix seulement. C'est à ce prix seulement que les prisonniers de la peste, c'est à ce prix seulement que les prisonniers de la peste, c'est à ce prix seulement que les prisonniers de la peste pouvaient obtenir la compassion de leur concierge, pouvaient obtenir la compassion de leur concierge. C'est à ce prix seulement que les prisonniers de la peste pouvaient obtenir la compassion de leur concierge, la compassion de leur concierge, ou l'intérêt de leurs auditeurs. Point final. Ou l'intérêt de leurs auditeurs. Point final. C'est à ce prix seulement que les prisonniers de la peste pouvaient obtenir la compassion de leurs concierges ou l'intérêt de leurs auditeurs. Point final. Et donc, vous mettez la signature Albert Camus, La peste. Albert Camus, La peste. Avant que nous passions à la correction ensemble, je vais relire une dernière fois cette dictée en disant cette fois-ci la ponctuation. Comme ça, vous verrez si vous avez oublié une virgule ou quelque chose. Ensuite, je vous donnerai 1 minute pour la relire de manière silencieuse, ce qui me permettra de boire un verre d'eau. Et ensuite, nous passerons à la correction générale. Alors, je relis. Dans ces extrémités de la solitude, enfin, virgule, personne ne pouvait espérer l'aide du voisin et chacun restait seul avec sa préoccupation. Point. Si l'un d'entre nous, virgule, par hasard, virgule, essayait de se confier ou de dire quelque chose de son sentiment, virgule, la réponse qu'il recevait, virgule, quelle qu'elle fût, virgule, le blessait la plupart du temps. Point. Il s'apercevait alors que son interlocuteur et lui ne parlaient pas de la même chose. Point. Lui, virgule, en effet, virgule, s'exprimait du fond de longues journées de rumination et de souffrance, et l'image qu'il voulait communiquer avait cuit longtemps au feu de l'attente et de la passion. Point. L'autre, virgule, au contraire, virgule,
Imaginez une émotion conventionnelle, virgule, la douleur qu'on vend sur les marchés, virgule, une mélancolie de série. Point. Bienveillante ou hostile, virgule, la réponse tombait toujours à faux, virgule. Il fallait y renoncer. Point. Ou du moins, virgule, pour ceux à qui le silence était insupportable, virgule, et puisque les autres ne pouvaient trouver le vrai langage du cœur, virgule, ils se résignaient à adopter la langue des marchés et à parler, virgule, eux aussi, virgule, sur le mode conventionnel, virgule, celui de la simple relation et du fait divers, virgule, de la chronique quotidienne en quelque sorte. Point. Là encore, virgule, les douleurs les plus vraies prirent l'habitude de se traduire dans les formules banales de la conversation. Point. C'est à ce prix seulement que les prisonniers de la peste pouvaient obtenir la compassion de leurs concierges ou l'intérêt de leurs auditeurs. Point final. Je vous donne 1 minute pour la relire tout seul pendant que je bois un peu d'eau. Voilà. Donc, relisez bien, relisez votre texte que vous avez écrit avec, ça c'est la première partie de la dictée, il y a le premier passage, il y a un deuxième passage après. Donc, regardez et vérifiez si vous avez fait des fautes. Dites-moi quelles fautes vous avez fait. À ce moment-là, enlevez le mode silencieux quand vous voulez parler. S'il y a des questions que vous avez parce que vous avez fait une faute et que vous ne comprenez pas pourquoi il y avait une faute, la difficulté principale de cette dictée résidait dans la formule quelle qu'elle fût, n'est-ce pas? Mais oui. Sinon, peut-être dans certains pluriels que vous n'avez pas entendus, mais c'est la difficulté vraiment principale de cette dictée. Est-ce que quelqu'un a une question? Et puis on va passer après à la grammaire et vous verrez que certaines questions de grammaire vont expliquer la dictée. Oh, beyond. Ce que vous voyez en vert ici, c'est parce qu'il y aura des questions sur la grammaire, ce sera sur ces mots en vert. Une question? Oui. Les accents comptent pour combien de points? Alors, je vous explique. En France, du temps où moi j'étais petite et où je faisais des dictées 1 fois par semaine, chaque faute, que ce soit une faute de ponctuation, d'accent, de pluriel, d'orthographe lexicale ou d'orthographe grammaticale, c'était 4 points en moins. Et donc, il suffisait d'avoir fait 5 fautes pour avoir 0. Oh mon Dieu. N'est-ce pas? Donc, les accents, c'est dur. Oui, d'où le fait que lorsque les professeurs qui avaient l'habitude de dire
aux personnes de la classe qui faisaient beaucoup de fautes au dictée, parce que non seulement vous aviez 0 dès que vous aviez 5 fautes, mais si vous aviez 6, 7, 8 ou 10 fautes ou plus, vous aviez moins 5, moins 10, moins 15, moins 25, etc. Donc, c'était absolument horrible et humiliant. Et celle qui a, ou ceux, enfin moi je dis celle parce que j'étais dans une école de filles, qui avait beaucoup de zéros, un de nos professeurs, je ne sais plus lequel, mais un de nos professeurs avait l'habitude de dire à ces personnes, avec tous les zéros que vous avez, vous aurez bientôt un collier de perles. C'était la méchanceté des professeurs. Oui, alors, je comprends que si vous n'avez pas mis l'accent, mais il faut savoir quand même que les accents, ça permet en français à donner quand même la prononciation. Par exemple, ici, sur cette page, vous voyez le verbe se résignait, le son et, le premier, le se résignait. Vous entendez la différence entre le e et même le est, parce que c'est un imparfait, le AIENT se prononce est. D'accord? Donc, ça vous permet quand même, justement, de ne pas faire de faute quand vous entendez quand il y a la prononciation avec la réponse. Parce que sans le est, par exemple, le mot réponse ici à la première phrase, on prononcerait la réponse. Donc, c'est pour ça qu'une faute d'accent, c'est une faute de grammaire. On va demander à Natacha de mettre la première question de grammaire. Voilà. Question de grammaire. Donc, le passage que vous voyez, je crois qu'il est… Est-ce qu'il est au… On peut reprendre la première passage de la dictée, peut-être. Donc, dans la première partie de la dictée, d'accord, la partie qui commence dans ses extrémités de la solitude et qui va jusqu'à la mélancolie de série. Voilà cette partie-là que Natacha a séparée. Il faut simplement mettre les verbes au futur, d'accord? Et attention quand même, parce que dans ces verbes au futur, il faut les mettre au futur simple, ne me les mettez pas au futur proche. Au futur simple, il y aura 2 verbes qui ne changeront pas, qui sont au présent dans ce texte, resteront au présent. Et il y aura un verbe qui ne sera pas au futur simple, mais dans une autre forme du futur. Donc, je vous propose de regarder ça 2 minutes, et puis quelqu'un pourra peut-être lire le texte qu'il a écrit, enfin, tel qu'il aura remplacé les verbes au futur. Qui est-ce qui veut se lancer? Un volontaire, après on passera à la question suivante. Ou si vous n'avez, et on montrera la correction. Est-ce que quelqu'un peut me lire son texte avant qu'on montre la correction? Oui, John, allez-y. Je vais essayer. Dans cette extrémité de la solitude, enfin, personne ne pourra espérer l'aide du voisin et chacun restera seul avec sa préoccupation. Si l'un d'entre nous, par hasard, essaiera de se confier ou de dire quelque chose de son sentiment, la réponse qu'il recevra, quelle qu'elle soit, le blessera la plupart du temps. Il s'apercevra alors que son interlocuteur et lui ne parleront pas de la même chose. Lui, en effet, s'exprimera du fond de longues journées de rumination et de souffrance, et l'image qu'il voudra communiquer aura cuit longtemps au feu de l'attente et de la passion. L'autre, au contraire, imaginera une émotion conventionnelle, la douleur qu'on vend. On vend, on le garde, oui. Ouais, on vend, je crois, sur le marché, une mélancolie de stérile. Très bien, c'est excellent. Vous avez fait différemment de l'exercice qui a été fait au BEPC à 2 endroits. Je vais vous, Natacha, mais vous avez tout à fait. Mais vous avez fait. Mais moi, je suis plus d'accord avec vous qu'avec ce qui a été fait au BEPC. Montrez, Natacha, s'il vous plaît, la correction. Je crois que j'avais gardé la correction du BEPC plutôt que de la mettre. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, voilà, la différence ici, c'est quelle sera. Et je pense que ça a été fait dans les annales du BEPC pour tout simplement… Non, mais je vous explique. Je suis plus d'accord avec votre correction, mais quelle qu'elle sera, et ça a été fait pour alléger le fardeau du subjonctif sur les enfants. OK.
Je suis Voilà. pas d'accord, mais voilà. Ouais, voilà. Je ne suis pas d'accord non plus, mais voilà. Alors, est-ce que vous avez vu que le verbe au futur antérieur, c'est aura cuit? Oui. Voilà. Donc, pour ceux qui se demandent Oui, quel oui, était ouais. quel était l'autre Ouais. futur, le futur antérieur, donc il est formé avec l'auxiliaire, donc avoir ici, qui lui il reste au futur simple, Oh, aura. that was the one. That was the one. Yeah. Voilà. Et ensuite, le verbe conjugué, lui, il est au participe passé parce que l'action a eu lieu et donc il est au participe passé. L'action est finie. Et en anglais, on appelle ça the future perfect tense. Will have cooked. Voilà. Et pour la phrase conditionnelle, le essaiera, pourquoi pas Il au n'y présent? avait pas de condition. Si à l'origine. Ah non, c'est pas du conditionnel, mais c'est une phrase de condition. Ça ne m'avait pas choqué de si l'un d'entre nous essaie de se confier, la réponse qu'il recevra, etc., etc. Dans si l'un d'entre nous, par hasard, essaiera de se confier, c'est parce que c'est une hypothèse, ce n'est pas une condition. Vous voyez, donc vous pouvez garder le futur. Alors que si c'était une hypothèse, effectivement, avec un futur après, vous pourriez mettre un présent, une condition, vous mettrez un présent avec un futur. Mais dans le cas d'une hypothèse, ici, une hypothèse au futur, on est dans un aspect futuristique du texte. On va passer à la question 2, Natacha, merci. Alors, la nature et la fonction des mots suivants de personne et de chacun dans la première phrase. Alors, les deux, personne et chacun, ce sont ici des pronoms indéfinis. Indéfinis, ça c'est leur nature grammaticale. Ce sont des pronoms indéfinis. Indéfinis parce que justement, il n'y a pas, c'est général, personne, chacun, d'accord, il n'y a pas. Dans le cas de personne, dans personne ne pouvait espérer l'aide du voisin, ici personne est donc sujet du verbe pouvoir, qui est un verbe ici auxiliarisé, puisqu'il est suivi d'un infinitif, donc c'est un verbe auxiliarisé, pouvoir. Et donc personne est aussi considéré en tant que pronom indéfini, comme dans la nouvelle linguistique française, il est considéré comme un pronom neutre. Or, comme vous le savez, en France, il n'y a pas de neutre. Il y a féminin ou masculin, n'est-ce pas? Et donc, ces pronoms indéfinis que l'on considère maintenant comme neutres, il faut savoir que tous les termes qui vont s'y rapporter seront quand même toujours au masculin singulier et non au féminin. Donc, c'est une manière de dire que c'est un pronom indéfini qui est neutre, mais qui reste quand même, les termes s'y rapportent, sont toujours au masculin singulier. En revanche, pour chacun, qui est lui aussi un pronom indéfini, et donc ça c'est sa nature, mais qui est le sujet du verbe rester, ici donc chacun restait seul avec sa préoccupation, ici chacun, lui, est nominal, c'est-à-dire qu'il ne va pas se référer à un substantif précis, il va désigner une totalité indéfinie de personnes. Et si vous vouliez le remplacer, vous le remplaceriez par tous. Exemple, vous diriez tous restaient, vous supprimeriez le seul, bien évidemment, tous restaient avec leurs préoccupations. Si on vous demandait de transformer cette phrase au pluriel. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez savoir que ce chacun représente plusieurs personnes, une totalité indéfinie, puisque c'est un pronom indéfini, puisque le chacun s'entend en tant que masculin et pluriel. C'est un petit peu compliqué, ce sont des choses qu'on ne vous dit pas dans les livres de grammaire de l'Alliance française, sauf si vous arrivez au niveau C1. Voilà. Alors, on va passer à la question 2, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont déjà un petit peu parlé de ça. La question suivante, Natacha. La question 3, pardon. Quelle qu'elle fut. Donc, pourquoi y a-t-il une différence entre quelle et quelle? Et expliquez cette différence, si vous pouvez, en donnant la nature de quelle et de que plus elle. Et qu'est-ce que remplace le fameux elle ici? Je vous rassure tout de suite, c'est le genre de faute. Si vous êtes français et que vous l'avez fait, c'est normal. La plupart du temps, on fait la faute, les Français, que ce soit avec quel ou quel ou quel ou quelque, etc. Oui. C'est les fautes les plus, pour les Français, pour les Français d'origine, c'est les fautes dont on se souvient encore. Donc ici, quel, le premier, c'est un déterminant exclamatif ou interrogatif, et donc il va s'accorder en genre et en nombre. Si c'était
un nom féminin qui serait, pour lequel au lieu de elle ici que vous avez après qui remplace, le elle ici, que plus elle, que vous avez très bien dit, qui introduit une subordonnée, le elle est mis à la place de réponse. Hein, vous savez, vous voyez, la réponse qu'il recevait, sous-entendu, quelle que fût la réponse. Mais comme on ne répète pas en français pour ne pas rendre la phrase plus lourde, on enlève le deuxième réponse et on le transforme en pronom personnel, le pronom personnel elle. Donc, quelle fut, ce deuxième elle ici, il remplace réponse. Et donc, c'est un pronom féminin singulier ici, hein, troisième personne, mis en place de la réponse. Voilà, vous voyez ici, je vous ai mis un petit tuyau. Quand vous écrivez, si vous voulez remplacer quel, que apostrophe E2LE par qu'il, Q apostrophe il, à ce moment-là, vous saurez que vous avez affaire à quel ou quel, d'accord? C'est parce que si vous ne pouvez pas le remplacer, ça veut dire que c'est le déterminant exclamatif ou interrogatif. Si vous pouvez le remplacer par il, par le masculin, à ce moment-là, vous saurez que ce n'est pas un déterminant, mais que c'est la forme contractée. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Voilà. On peut passer à la question suivante, qui est un peu moins compliquée. Encore que, fut. Alors, donnez-moi le verbe à l'infinitif et surtout le temps et le mode de ce verbe dans la dictée. Je compte sur les Français, là. Hein, et sur John, parce qu'il connaît tout. C'est être. C'est l'imparfait du subjonctif. C'est l'imparfait du subjonctif. Bravo, j'espère que vous l'utilisez souvent. Oui. Tout le monde en rit, mais oui. Mais oui, mais moi aussi. Donc, c'est pour ça. Vous savez que ça fait partie, l'imparfait du subjonctif et le passé simple font partie des temps que l'on retrouvait beaucoup dans la littérature au XIXe siècle et qui ont, pour ainsi dire, disparu de la littérature contemporaine, puisque les auteurs contemporains français, surtout depuis les années 90-2000, remplacent le passé simple par le passé composé et n'utilisent plus du tout l'imparfait du subjonctif, ils se contentent simplement d'utiliser le présent du subjonctif. Voilà. Merci beaucoup, John, pour la réponse. On peut passer à la question 5. Alors, I. Ici, donc le I, le fameux Y, n'est-ce pas, que l'on prononce I, on ne dit pas Y. Il fallait y renoncer dans la phrase. Hein. Donc, la phrase était bienveillante ou hostile, la réponse tombait toujours à faux, il fallait y renoncer. C'est dans la juste, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ce I et qu'est-ce qu'il remplace? Qu'est-ce qu'il fait là? Ça remplace la réponse, très bien, tout à fait. Ça remplace la réponse, d'accord? Il fallait renoncer à recevoir une réponse. Donc, dans cette phrase, qui est une phrase très courte, comme vous avez pu le voir, vous avez donc bienveillante ou hostile, la réponse tombait toujours à faux, il fallait y renoncer. Vous avez la réponse que l'on a vue tout à l'heure avec quelle qu'elle fut, qui est remplacée tout à l'heure par le pronom elle, et puis vous avez cette fameuse réponse qui est encore remplacée par un pronom personnel, et qui est ici le pronom personnel I ou Y. Alors, ce que je vous ai mis dans le corrigé, c'est que souvent, c'est très confus, parce que le I, évidemment, il est plus souvent utilisé comme complément de lieu. Exemple, je vais à Paris, j'y vais, n'est-ce pas? Et je vais. Et le I, ici, vous n'allez pas dire, il va remplacer Paris, mais le Paris, je vais où à Paris? Le Paris, il n'est pas, il est complément de lieu. Donc, I dans j'y vais, sous-entendu à Paris, c'est un complément de lieu. Donc, c'est un petit pronom que je qualifierais de dangereux, parce qu'il prête à confusion. Alors, la question suivante, c'est je crois la numéro 6. Voilà. Se résigner, de quel type de verbe s'agit-il? Réflexif. Réflexive. On ne dit pas réflexif en français. On dit quoi? Réfléchif. Non, c'est un verbe Pronominal. Pronominal, voilà. On dit un verbe pronominal en français. Hein, donc, voilà. Et donc, il s'agit du verbe se résigner, qui est un verbe du premier groupe, puisqu'il se termine en ER, et qui est ici conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Très bien, bravo. Et la dernière question. Alors, donnez-moi l'infinitif de ce verbe. Et si vous savez le groupe, tant mieux.
et donnez-moi le temps et le mode de ce verbe dans la dictée. On va laisser peut-être parler quelqu'un qui n'est pas français. Voilà. Et c'est du verbe prendre et c'est c'est un verbe du deuxième groupe, non? Non, ce n'est pas un verbe du deuxième groupe. Le RE, il est quel groupe? Quelqu'un d'autre pour la réponse qui n'est pas français? Troisième groupe. Alors, merci Louise. C'est un verbe du troisième groupe. C'est le verbe prendre, tout à fait, comme l'a dit Maya. Mais c'est le verbe prendre, donc un verbe du troisième groupe. Les verbes du premier groupe se terminent tous en ER. Les verbes du deuxième groupe se terminent tous en IR. Tous les autres verbes sont donc partis du troisième groupe avec, à savoir, deux petites choses intéressantes. Le verbe aller, qui se termine en ER, fait partie du troisième groupe. Pourquoi? Parce qu'il est totalement régulier. Très bien. Et dans les verbes du troisième groupe, vous trouvez aussi, et c'est là que porte la confusion, vous trouvez aussi des verbes qui se terminent comme ceux du deuxième groupe en IR. Et comment peut-on découvrir, par exemple, le verbe dormir n'est pas un verbe du deuxième groupe, c'est un verbe du troisième groupe. Le verbe finir est un verbe du deuxième groupe. Comment peut-on, quel est le petit tuyau qui permet de savoir, si on vous pose la question à quel groupe il appartient, quel est le tuyau qui vous permet de savoir ça? Il y a un petit truc. Dormir, dormant, finir, finissant. Tout à fait. Merci Annie. Donc, tous les participes présents des verbes du deuxième groupe vont utiliser ISSANT, donc finir, finissant, fleurir, fleurissant, s'épanouir, s'épanouissant. Tous les IR du troisième groupe vont être directement formés avec le ANT, qui est au participe présent, qui est la formule, les trois lettres de tous les verbes au participe présent, mais il n'y aura pas les fameux I2S avant. Ça sera dormir, dormant. D'accord? Donc, ça vous permet, quand on vous pose la question, ça vous permet de savoir et de faire la différence entre un verbe du deuxième groupe et du troisième groupe. Et alors, ici, pour le verbe prendre à l'infinitif du troisième groupe, quel est le temps et le mode de ce verbe dans la dictée? Subjonctif. Subjonctif. Non, c'est passé simple. Passé passé simple. simple. Oh, passé simple. Passé simple du verbe prendre, le mode de l'indicatif. Alors ça, c'est pour vous montrer. Tout à l'heure, on a vu donc fut, c'était le verbe à l'infinitif être et que c'était l'imparfait du subjonctif. En français, il y a des conjugaisons et beaucoup de verbes irréguliers et trois groupes de verbes, mais il y a aussi, en plus de ça, des modes. C'est-à-dire que vous avez le mode de l'indicatif, le mode de l'impératif, le mode conditionnel, le mode du subjonctif, par exemple. Et lorsque j'étais petite, donc pour nous faire comprendre cela, le professeur avait un truc génial. Il dessinait des armoires. C'était l'époque où il n'y avait pas d'Internet. Voilà. Donc, il dessinait au tableau des armoires. Et donc, il y avait une grande armoire qui était l'armoire de l'indicatif, qui était divisée comme une armoire que l'on ouvre à deux portes, comme ça, qui était divisée donc, avec ces deux portes, avec un côté les temps simples, donc et l'autre côté les temps composés de l'indicatif. Et donc, il y avait des étagères. Il y avait 4 étagères dans cette c'est parfait. C'est parfait, n'est-ce pas? Et donc, du côté des temps simples, il y avait le présent, l'imparfait, le passé simple et le futur simple. Et en face, ceux qui correspondaient. Donc, le présent, c'était le passé composé. L'imparfait, c'était le plus que parfait. Le passé simple, c'était le passé antérieur. Et le futur simple, c'était le futur antérieur. Et donc, on ouvrait l'armoire, on voyait les étagères, en sachant qu'à droite, enfin, quand je regarde l'armoire, à gauche, c'était les temps simples, à droite, les temps composés. Et donc, à côté de ça, il y avait le buffet du subjonctif qui était plus petit et que l'on ouvrait pareil avec les temps simples, les temps composés, avec juste 2 étagères de chaque côté. Et puis, alors, le tout petit tabouret de l'impératif. Et le conditionnel? Le conditionnel, je ne me souviens plus ce qu'elle l'appelait, mais il y avait l'impératif, le conditionnel, et il y en avait un autre. Les participes, présent et passé. Et je crois que vous savez, ça, c'est le genre de petites choses, de petits tuyaux que vous donne, on dit un tip, c'est un tuyau en français. Hein. C'est le genre de petits procédés mnémotechniques
de petits tuyaux que votre professeur vous donne quand vous avez 5 ans, ou peut-être là avec les verbes, je devais avoir 10 ans, c'était en 6e quand on faisait l'étude approfondie des conjugaisons et des modes, mais ça m'est resté toute ma vie. C'est-à-dire que quand je réfléchis au verbe, j'ai la vision, j'ai le visuel de ces armoires qui s'ouvrent avec le nom de l'armoire au-dessus, indicatif, conditionnel, subjonctif. Et bon, je suis très visuelle, donc ça m'est resté toute ma vie. Et c'est très pratique pour apprendre les temps et beaucoup plus facile qu'un livre de grammaire, comme vous pouvez l'imaginer. Voilà. Et donc, le français est une langue très riche au niveau des verbes, non seulement à cause des conjugaisons, parce qu'il y avait aussi les armoires tordues. Je crois qu'elle appelait ça les armoires tordues. C'était avec les voix passives, avec les temps surcomposés, etc. Parce que au fur et à mesure qu'on avançait dans l'étude de la grammaire, ça se compliquait. Mais les modes font que l'indicatif a une certaine valeur, le subjonctif a une certaine valeur, le conditionnel a une certaine valeur. Et ces valeurs-là, ensuite, se conjuguent différemment selon la chronologie, ce qu'on appellerait le timeline, donc du moment de lequel l'action est faite. Est-ce que vous avez fait beaucoup de fautes ou pas? Est-ce qu'il y en a qui ont fait 0 faute? J'ai fait 3 fautes de pluriel inaudible. Ah oui, ça même avec mon accent du Sud, qui me permet de prononcer beaucoup plus des lettres que les gens du Nord, donc ce qui est un avantage pour les enfants qui sont dans les écoles dans le sud de la France, notamment dans le sud-ouest. C'est l'avantage d'avoir un professeur qui a un petit peu mon accent, voire plus prononcé encore, parce que cet enfant-là grandira en faisant moins de fautes d'orthographe. Oui. Mais je ne peux quand même prononcer les lettres muettes. Mais tout de même, vous ne prononcez pas concierge. Non, je ne prononce pas concierge. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci d'être restés si longtemps. Vous êtes vraiment des ardus de la grammaire et de la dictée. Ça fait plaisir. J'espère vous revoir bientôt. Peut-être qu'un jour, à l'Alliance, j'enseignerai une classe d'analyse logique. Ça vous permettra, pour ceux qui parlaient de la phrase tout à l'heure avec la réponse, etc., une classe d'analyse logique. Ça permet de découper les phrases logiquement et de faire des progrès fabuleux. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à tous. Merci, au revoir. Merci Sarah. Merci, Sarah. Merci. Merci. Au revoir, madame. À bientôt.